Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Amin El-Khatmi, président du Printemps républicain, conseiller municipal d'Avignon, conseiller communautaire à la communauté d'Agglo du Grand Avignon depuis 2014 et auteur de ce livre « Combat avec un S pour la France ». C'est publié chez Fayard. Alors, où ça en est, Amin El-Khatmi? D'abord, bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre livre parce qu'au moins, c'est un livre de gauche. Et quand je dis c'est un livre de gauche, vous savez, non, il n'y a pas beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire, les quelques œuvres de gauche que j'ai eues depuis 10 ans, c'est le François Ruffin, Merci Patron, que j'avais beaucoup aimé parce que c'est un vrai documentaire, et notamment votre livre. On ne va pas citer tout, mais notamment votre livre. Et alors, au fond, on voudrait savoir ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi, effectivement, et je vous pose la question comme ça, vous y répondez dans votre livre, et c'est pour ça que j'invite les auditeurs de Sud Radio à le lire. Pourquoi la gauche, pour être même pas caricatural, a abandonné le peuple, faut le dire. Alors que c'est ça sa vocation. À la fois par paresse intellectuelle, par lâcheté, dans d'autres cas par volonté de séduire un électorat, par communautarisme. Donc il y a tout un tas de raisons que j'explique dans ce livre. Mais effectivement, la gauche, elle s'est coupée du peuple parce qu'elle s'est vautrée dans des postures morales en considérant que les inquiétudes exprimées par des Français faisaient le jeu du Front National, du Rassemblement National, et donc a traité des millions de Français de réacs ou de fachos simplement parce qu'ils faisaient état d'une crainte, d'une peur pour l'avenir du pays, d'une forme d'insécurité culturelle, ce dont parle le politologue Laurent Bouvet depuis des années, c'est-à-dire des Français qui ne sont, et je les connais bien, je suis élu du Vaucluse, un département où le Rassemblement National fait des scores historiques et depuis longtemps, c'est des Français qui me disent, moi je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les Arabes et les musulmans, simplement j'aimerais qu'on prenne en compte les considérations, les peurs qui sont les miennes, les craintes qui sont les miennes. Et la gauche, elle a refusé de faire ça, et donc elle s'est retrouvée dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dans un couloir entre 3 et 6%. Oui, c'est ça. Et vous-même, Amin El-Khatmi, parce que vous avez du courage de le faire, comment on réagit en disant, est-ce qu'on vous traite, que j'ai vu, c'est collabeur, arabe de service, etc., etc. Est-ce que vous avez ce genre d'idiotie d'ailleurs, qu'il ne faut qu'en renforcer d'ailleurs, je dirais, le courage de dire les choses. C'est pas une question de s'appeler Amin El-Khatmi ou Laurent Bouvet ou autre, c'est une question de dire les choses. On se fiche de l'origine. Ce qui est important, c'est voilà, la lucidité. Mais je les ai en pagaille tous les jours. Collabeurs, bien sûr, harkis, traîtres, vendus aux blancs, aux sionistes, à je ne sais qui. Pourquoi? Simplement parce que je défends mon pays. Il y a des gens dans ce pays, que ce soit des intellectuels, des acteurs du débat public, y compris des responsables politiques, qui considèrent qu'un arabe ou un musulman ne peut être qu'une victime et rien d'autre. Et donc, ils attendent de moi... Ils sont assignés à résidence. Assignés à résidence, dans un discours victimaire, dans un ressentiment à l'égard de la France. Et donc, il faudrait que je vienne sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio, matin, midi et soir, me plaindre, geindre, accuser la France d'être un pays structurellement raciste et islamophobe. Et du coup, quand ils voient arriver quelqu'un comme moi, qui n'est pas dans ce discours, qui dit « j'aime la France, je suis un patriote, je suis reconnaissant à ce pays d'avoir accueilli mes parents, de m'avoir offert des horizons et des possibles qu'aucun autre pays au monde ne m'aurait offert ». Et disant cela, je ne suis pas dans un angélisme, il y a des racistes en France. Lorsqu'on s'appelle Amine ou Sabrina ou Linda ou quand on est noir ou arabe, il y a parfois des difficultés, on le sait, c'est documenté. Mais en disant qu'il y a des Français racistes, je refuse de dire que la France elle-même serait structurellement raciste ou islamophobe. Et ce discours victimaire avec lequel on assomme notamment les jeunes de nos banlieues est terrible, parce que ça les assigne, vous l'avez dit, à résidence identitaire, parce qu'on les décourage, on leur dit que malgré tous leurs efforts, ils n'y arriveront pas parce que ce pays ne veut pas d'eux. Eh bien moi je veux qu'on ait à l'égard de cette jeunesse un discours offensif, un discours qui va les tirer vers le haut, qui va leur dire non, malgré les difficultés, parce que ce pays est un beau pays, tu vas pouvoir y arriver et te faire ta place en France. Et c'est un beau programme. Restez avec nous, Amin El-Khatmi, restez avec nous, auditeurs de Sud Radio. On continue dans quelques instants. Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons la conversation avec Amin El-Khatmi, Combat pour la France, qui est paru chez Fayard et qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire un combat d'un Français contre toutes les assignations à résidence et tous les clichés et tous les schémas. Dites-moi, dans ce combat pour la France, vous parlez aussi
de ces gens-là qui encouragent cette assignation à résidence, qui disent « Mais oui, vous êtes des victimes, je parle de gens politiques ou autres. » Est-ce que c'est par électoralisme, par démagogie, par aveuglement? C'est quoi cette espèce de tendance à dire, allez, de dire même à des jeunes, allez, oui, vous êtes des victimes, oui, vous avez été colonisés, oui, vous êtes racisés, etc., etc., etc. Mais c'est tout ça à la fois, et c'est par facilité, c'est par électoralisme. Aujourd'hui, effectivement, vous avez toute une partie de la gauche au sein de la France insoumise, avec des personnalités comme Clémentine Autain, comme Daniel Obono, des gens qui sont pas dans les partis, mais comme Rokhaya Diallo, dans le débat public, dont le fond de commerce, c'est le discours victimaire. C'est-à-dire que on va, plutôt que d'avoir un discours républicain positif pour dire à ces gamins, oui, c'est dur. Moi-même, je viens des quartiers populaires d'Avignon, d'une cité qui s'appelle la Reine Jeanne. Je serai le dernier à nier la difficulté qu'on peut avoir de vivre dans des quartiers difficiles. Oui, c'est dur. Oui, mais on se bat ou on ne se bat pas. On se bat, et on a la chance d'avoir un pays, de vivre dans un pays grâce à l'éducation, à la transmission des savoirs, grâce à la culture, grâce à tout ce qu'on a en France, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir faire sa place, de pouvoir trouver sa vocation dans ce pays. Et donc, plutôt que de les tirer vers le haut, plutôt que d'essayer de les amener à se surpasser, à les puiser au fond d'eux-mêmes l'énergie nécessaire pour se battre, on vient les assommer à coups de discours en leur disant, de toute façon, toi, l'arabe ou le noir, la France ne t'aime pas, tu ne trouveras pas ta place. Et d'ailleurs, regarde ce qu'elle a fait à tes grands-parents pendant la colonisation, comme s'il fallait que des gamins de 15 ou 20 ans portent sur leurs épaules le poids d'une tragédie qu'ils n'ont pas connue. Et donc, plutôt que d'élever les gamins, vous les enfoncez, vous les gardez là, obligés de se référer à une identité, à une couleur de peau, à une religion, et de faire commerce de leurs cicatrices, alors qu'ils devraient au contraire se battre pour y arriver. Moi, c'est ça que je ne supporte plus. Et alors, comment ça se vit, par exemple, dans votre combat politique, mettons à l'Avignon, chez vous? C'est-à-dire que vous leur parlez, vous leur convaincez, puisque vous êtes de là-bas, vous dites vous êtes enfant de la cité, etc. D'ailleurs, il y en a d'autres, je connais des Patrice Carteron et d'autres qui se battent aussi par rapport à où ils sont, et avec beaucoup de courage aussi et de franchise. Est-ce que ce discours, aujourd'hui, très franchement, ce discours de votre livre, de Combat pour la France, est-ce que c'est en train de prendre ou pas? J'aimerais vous dire oui, en même temps je suis très lucide sur la réalité de ces quartiers populaires qui ont été à la fois abandonnés par l'État, parce qu'il ne faut pas non plus nier la responsabilité de la Pourtant il y a eu des milliards dépensés. Oui, des milliards, mais quand pendant 30 ou 40 ans vous avez mis là des gens qui ont les mêmes origines, les mêmes cultures, la même religion, qui sont dans un entre-soi, qui sont dans un enfermement qui confine vraiment au délire. Comment voulez-vous que ces gamins puissent après se sentir appartenir à la communauté nationale, qu'ils aient l'idée d'un commun républicain, qu'ils puissent... Donc, moi, je veux pas simplement accabler les responsables. Non, il y a aussi, l'État a aussi une part de responsabilité. Oui. Et donc, cette conquête républicaine des quartiers, elle est nécessaire. Et il faudrait effectivement qu'on soit un peu plus nombreux à porter ce discours. Malheureusement, dans le débat public aujourd'hui, on entend un peu plus facilement ceux qui sont justement dans ces discours victimaires, parce qu'il y a aussi une complicité, une complaisance d'un certain nombre de grands médias qui ouvrent plus facilement leurs portes à ceux qui viennent geindre et tenir ces discours qu'à ceux qui sont des républicains. Oui, ça c'est le côté les trains qui arrivent à valeur, ça n'intéresse pas. Et puis c'est surtout, non mais vous savez, c'est ce discours victimaire, moi je le dis, qui donne bonne conscience, que ce soit dans les médias et ailleurs. C'est-à-dire, je défends les victimes, je dois les laisser en victime pour montrer que moi, je suis défenseur de ces victimes. Mais c'est non seulement André Berkoff de la condescendance, mais c'est d'un paternalisme insupportable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit l'arabe ou le noir ou le musulman comme éternelle victime, comme celui qui ne peut que se plaindre. Et donc vous vous donnez effectivement bonne conscience, mais quand Edoui Plenel fait ce livre pour les musulmans, quand il va écrire des choses insupportables sur l'enfance malheureuse des frères Kouachi, il faut toujours que même face à l'évidence, même face à l'affliction, même face à ce qui ne devrait pas faire débat, aller trouver des excuses, aller trouver des circonstances atténuantes, aller expliquer que non, quand même s'ils ont fait du mal, ça peut-être quand même des victimes, peut-être que la France, à cause de sa politique diplomatique, de ces guerres, de je ne sais quoi d'autre, est peut-être un peu responsable. C'est ce discours d'un paternalisme gras qui est insupportable et que nous devons combattre. Vous avez raison, c'est un écrivain britannique qui disait « Il y a pire que les semeurs de haine, ce sont les fabricants d'excuses. » Bien sûr. Parce que ils sont... Alors aujourd'hui, dites-moi... comment vous regardez, je ne parle pas même de l'actualité des grèves, le paysage politique français tel qu'il est, vous y participez, etc. On a l'impression effectivement que ces notions,
Vous savez, ce n'est plus gauche et droite, on l'a dit, c'est mondialiste ou populiste, etc. Comment vous vous reconnaissez dans ces notions? On voit très très bien que les vieilles, en tout cas les vieilles notions qui ont tenu peut-être 50 ans ou beaucoup plus ou un siècle, sont en train de se fracasser devant une réalité qui est beaucoup plus complexe. Comment vous l'analysez? Ma conviction, c'est que le clivage qui va sans doute structurer le débat dans les prochaines années, c'est un clivage entre identitaire et républicain. Et autant je ne crois pas à l'effacement total du clivage gauche-droite, parce que quand on se dit de gauche ou quand on se dit de droite, ça renvoie dans ce pays à une histoire, ça renvoie à des acquis, à des réformes. Il y a des gens, il y a des millions de Français qui se disent communistes, socialistes, gaullistes, libéraux, qui donc se reconnaissent. Donc ces vieilles familles, ces histoires, ces héritages politiques, oui, mais ils ne sont pas appelés, ils sont pas appelés à s'effacer. En revanche, effectivement, le clivage droite-gauche, comme on l'a connu il y a 5, 10, 15 ans, tel qu'il structure la vie politique, il est sans doute appelé à s'effacer. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve, du fait de ce qui s'est passé dans notre pays depuis 5 ans, des attentats, de la montée du communautarisme, des bouleversements auxquels nous sommes confrontés, à des convergences qui paraissent inédites. Moi, il y a 10 ans, j'étais dans le même parti que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon au sein du Parti socialiste. Et je manifestais régulièrement contre les réformes que des gens de droite menaient dans les gouvernements de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Et force est de constater 10 ou 15 ans plus tard que si l'on prend en compte la question républicaine, la défense de la laïcité, la lutte contre le communautarisme, la lutte contre l'antisémitisme et tous ces sujets qui sont primordiaux, eh bien je me retrouve aujourd'hui en accord avec un François Baroin ou une Valérie Pécresse, davantage que je ne le suis avec Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, avec lesquels je suis en désaccord aujourd'hui sur à peu près tout. Donc, sans que ces références à la gauche et à la droite ne s'effacent, oui, effectivement, il y a aujourd'hui, du fait de ce qui s'est passé dans notre pays, des convergences qui paraissent nouvelles et inédites, oui. Et je crois que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je crois que c'est un début. On va encore assister à des glissements de terrain, au-delà justement des étiquettes qui sont en train de se faire. On voit bien. C'est-à-dire, et vous aviez commencé par ce qui nous a tués, je trouve, ce qui a tué, en tout cas, c'est dès que vous sortiez des sentiers battus, vous faisiez le jeu soit du Front National, soit des communistes, soit ceci, soit cela. Faire le jeu d'eux, c'était la phrase taboue qu'il ne fallait pas prononcer. Oui, c'était l'argument d'autorité au Parti Socialiste. Dès que vous vouliez aborder un sujet un peu sensible, dont on savait qu'il allait créer des tensions, dès que vous vouliez parler de laïcité, d'immigration, d'ordre, de sécurité, combien de fois ai-je entendu que le fait de parler de sécurité ou d'ordre républicain, c'était des thèmes de droite ou d'extrême droite, ce qui est d'une absurdité totale, puisque l'insécurité frappe qui en premier? Elle frappe les habitants des quartiers populaires, elle frappe pas les rues du 16e arrondissement ou de la banlieue de Versailles ou de Cannes. Elle frappe quand il y a des écoles saccagées, des voitures brûlées, lorsqu'il y a des émeutes urbaines, c'est toujours dans les quartiers populaires. Et donc cette idée selon laquelle on peut être de gauche, défendre les classes populaires et en même temps daigner être dans une forme de refus d'aborder la question de la sécurité, la question de l'ordre, la question de l'immigration, au prétexte que ça ferait le jeu d'eux, non seulement c'est stupide, mais en plus c'est contre-productif, parce que ça fait 30 ou 40 ans que la gauche dit que ça fait le jeu d'eux, et 30 ou 40 ans que l'extrême droite ne cesse de monter. Donc à un moment donné, il faut peut-être regarder les choses de manière un peu lucide. Si nous avons refusé d'aborder des sujets alors qu'ils rentrent en écho avec les préoccupations des classes populaires, et si Marine Le Pen aujourd'hui fait des scores aussi hauts chez les classes populaires, chez les fonctionnaires, regardez les scores qu'elle fait chez tous les agents d'accueil, des pôles emploi, de nos services publics qui sont en première ligne, qui se prennent l'insécurité, qui se prennent la violence, la délinquance, et qui ne sont plus défendus par ceux qui auraient dû être leur porte-parole, c'est-à-dire les partis de gauche. Eh bien oui, si cette gauche républicaine-là a disparu, ne se fait plus entendre, à quelques-uns, nous allons essayer de la reconstruire. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. En tout cas. Et vaste programme pour le week-end à venir. Merci à vous, Amine El-Khatmi. Je rappelle que vous êtes le président du Printemps républicain, conseiller municipal notamment à Avignon. Non, pas notamment d'ailleurs, conseiller municipal tout court à Avignon, excusez-moi. Et auteur de ce livre, Combat pour la France, c'est publié chez Fayard. Merci André Berkoff. Bon week-end, bonne grève, bonne manifestation. Vous énervez pas trop dans le métro ou alors dans le RER. Non. On va essayer. Restez sage, restez calme. Les amis, la journée continue sur Sud Radio puisque dans quelques instants, nous accueillons Jacques Pessy qui reçoit aujourd'hui son invité dans les clés d'une vie, Véronique Jeunet. C'est l'actrice de Julie Lescaut. Vous vous en souvenez peut-être. Belle journée.